Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Je salue Malika Sorel qui viendra sur Sud Radio nous revoir évidemment dans l'émission. Bonjour Thomas Huchon. Et oui, c'est comme ça, Sud Radio, c'est une... on se parle, voilà, bonjour une fourmilière. Bonjour, vous êtes journaliste spécialiste du web, des fake news. Est-ce qu'on peut vous qualifier comme ça? Vous avez créé un site extrêmement intéressant qui s'appelle Spicy, enfin c'est une plateforme plus précisément, et vous avez réalisé un documentaire que je recommande. Je ne sais pas s'il est toujours en accès. Comment Trump a trompé l'Amérique. Si, il est toujours disponible. C'est l'avantage d'Internet. C'est un média de l'archive. Tout reste sur Internet. On va en parler justement parce qu'on n'a jamais autant parlé de fake news, de complotisme. Vous publiez ce livre Anti-Fake News aux éditions First que vous avez coécrit, co-signé avec Jean-Bernard Schmitt avec des dessins très drôles de Rodot. Et Gilles Gansman est avec nous également. Bonjour Gilles. Mais oui, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Gilles. Alors, on va évidemment parler bonjour, de... J'ai des petits sons pour vous Thomas. Voilà, le zapping est un petit peu orienté. Alors effectivement, on va parler aussi de la situation en Ukraine et en Russie, de cette guerre des infos. On parle beaucoup de fake news. Il y a cette histoire autour de la maternité, bombardée, pas bombardée. On va en reparler dans un instant. La question du jour, on n'était pas très inspiré aujourd'hui, Gilles. Hein. Oh, comme vous y allez, je vois que vous revenez en forme. Voilà, je reviens. La question du jour, ce soir c'est un événement média, on est une émission média. Oui. Ce soir, Marine Le Pen est chez Cyril Hanouna. Est-ce qu'elle fait bien d'y aller? Est-ce que c'est une bonne idée pour elle? Est-ce que ça va l'aider à avoir des votes et la faire augmenter dans les sondages? Eh bien, vous nous dites non à 75% sur le compte Twitter de Sud Radio, oui à 24%. Vous pouvez continuer à aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio sur cette question. Ouais, mais il y aura indéniablement du monde devant l'écran, non? Oui. Puis est-ce qu'ils ont le choix aujourd'hui, Thomas Huchon? Parce que Cyril Hanouna s'adresse justement à une autre partie, ce que vous évoquez dans le livre sur les réseaux sociaux. On parle à d'autres gens que ceux qui sont qui lisent la presse quotidienne, les médias mainstream, si on peut dire. Je crois qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne qui veut essayer de toucher un certain nombre de citoyens qui se bat pour une élection, il doit accepter le jeu d'aller partout. Après, ça comporte aussi des risques. Et ce sont des émissions qui sont parfois un peu moins cadrées que ce à quoi les politiques sont habitués. Donc, ça les oblige à une petite gymnastique. Ouais. C'est pas toujours inintéressant. Non, sur cette histoire, c'est quand même moi j'ai 40 ans, je suis pas certain que si on m'avait dit quand j'avais 18 ans et que je commençais mes études de journalisme qu'un jour le parangon du débat politique serait Monsieur Hanouna, j'y aurais cru. Peut-être même pas besoin de remonter à vos 18 ans. Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Hier soir, sur les caméras du monde entier, la Russe Marina Ovsyannikova est ressortie libre du tribunal. C'est la productrice, vous savez, de la chaîne publique russe qui, en direct, a tenu un panneau durant le journal. Elle a brandi un panneau où il y avait écrit « Stop à la guerre, stop au mensonge ». C'est libre qu'elle ressort du tribunal. Marina Ovsyannikova devra payer une amende de 30 000 roubles, soit 250 €. Devant des journalistes, elle s'exprime pour la première fois depuis son arrestation. C'était des journées très difficiles. J'ai passé près de 2 jours sans sommeil. L'interrogatoire a duré 14 heures. Je n'ai pas eu le droit de parler avec mes proches, ni eu accès à une assistance juridique. Et c'est pourquoi j'étais dans une position très difficile. Quelques minutes avant cette séquence, elle expliquait son geste dans une vidéo enregistrée et publiée par l'ONG OVD Info. Malheureusement, ces dernières années, j'ai travaillé sur la première chaîne de télévision russe, en relayant la propagande du Kremlin. Et j'ai honte pour cela aujourd'hui. J'ai honte d'avoir zombifié le peuple russe. Ouais. On ne sait pas ce qu'elle risque réellement. Elle est ressortie libre, là aussi, on peut s'étonner. Probablement que la pression diplomatique a joué. Hier, le président Macron lui a offert la possibilité de l'asile consulaire. Et donc, je crois qu'il y a eu quand même un mouvement. Mais je crois qu'au-delà de cette journaliste, il faut penser à tous ces Russes qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe dans leur pays. Je pense à une vidéo qui a beaucoup buzzé sur les réseaux sociaux en début de semaine d'une femme qui tient une pancarte sur lesquelles sont écrits les mots, 2 mots, le chiffre 2, le mot mot, et elle dit vous allez voir, je vais me faire arrêter. Immédiatement, elle se fait arrêter par une brigade. À ce moment-là, une femme pro-Poutine et qui dit qu'elle est d'accord avec la guerre, dit qu'elle n'est pas d'accord avec le fait que cette femme soit arrêtée, et elle est arrêtée elle-même. Donc je crois que là, tous ceux qui pensent que nous vivons ici en France dans une forme de dictature,
Bien peut-être qu'il faut regarder un petit peu au-delà de l'Oural, se rendre compte que les pays totalitaires, ce ne sont pas forcément les nôtres. Gilles. C'est un phénomène, ces Français qui partent combattre en Ukraine. Lui, il s'appelle Florent Coury. Il est parti rejoindre en Ukraine la Légion internationale. Il n'avait jamais à ce jour tenu une arme de sa vie. Il a expliqué sur LCI son engagement. Je suis difficilement un soldat, comme je vous l'ai expliqué, jusque au 1er mars, je n'avais jamais tenu une arme dans ma vie. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'aide à expliquer et à faire des entretiens pour que mes camarades qui, eux, vont partir au front dans les prochains jours ou sont déjà partis la semaine dernière à Kiev, qu'on puisse mobiliser à l'étranger pour avoir encore plus de volontaires et pour pouvoir expliquer et contredire la propagande russe aujourd'hui qui nous traite de nazis et qui nous disqualifie et qui nous menace de nous priver de la Convention de Genève. Et ensuite, la vie de tous les jours, c'est très simple, c'est des entraînements réguliers au maniement des armes, au déplacement tactique, au premier secours de combat. Voilà. Oui, il y a beaucoup de Français qui témoignent. On va évidemment parler avec notre invité donc du rôle des réseaux sociaux et des fake news. Alors je voulais vous faire entendre, Thomas, ce son du général Dominique Trinquant, ancien chef de mission militaire française à l'ONU, qui s'inquiétait de l'infiltration de la propagande russe en France. Et moi, ce qui me frappe, c'est comment la propagande russe arrive à s'infiltrer chez nous, en France. Quand vous discutez avec des gens, vous pouvez leur raconter ce que vous voulez. Eh bien là, on vous annonce qu'un des gars qui a discuté à la table, qui faisait partie de la délégation ukrainienne avec les Russes, il est sorti, il a pris une balle dans la tête parce que c'était un traître pour l'Ukraine. Et je dis, mais où est-ce que vous avez vu ça? Qu'est-ce que vous avez comme preuve, etc. Rien. Il a suffi que quelqu'un l'écrive sur un réseau de propagande. Et donc, cette propagande, faut qu'on se méfie, elle est extrêmement efficace chez nous aussi. On va en reparler dans un instant. Continuez, Gilles. Hier, dans C'est à vous, le médecin Mathias Vargon est interrogé sur le retour de la 5e vague du Covid, qui est de nouveau devant l'actualité. Eh bien, il s'en est encore pris au professeur Raoult, une attaque en clair. C'est l'IHU de Marseille qui n'a pas arrêté de désinformer. Dirigé par le professeur Raoult. Dirigé par le professeur Raoult, avec un compte, avec une chaîne YouTube, mais aussi avec ses associés, avec un professeur, alors qui n'est plus professeur de médecine, sur Twitter, qui anime comme ça de la désinformation, de l'anti-vax. C'est un scandale et on n'a jamais fait taire ces gens-là. Ni ça Twitter. Continue, il y a une vidéo sur YouTube chaque semaine. Oui, de Raoult, ouais, mais voilà. On n'a jamais fait taire, c'est-à-dire qu'il aurait fallu. À un moment, il faut quand même taper du poing sur la table. Oui. Et puis, pour finir. Et pour finir, BHL est à Odessa. Ariel Dombal, elle se remémore ses souvenirs de Kiev sur Instagram. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Valérie. Sur un ton évanescent, elle se souvient des belles choses de l'Ukraine. C'est assez lunaire, quand même. Kiev sous les bombes, quel désastre. Je me souviens de mon éblouissement en découvrant la basilique de Sainte-Sophie à Kiev. Beauté céleste, enluminure, icône. C'était en 2014. Voilà, je crois qu'on a compris le message. Thomas Huchon est avec nous donc pour ce livre anti-fake news que vous avez coécrit avec Jean-Bernard Schmitt qui paraît aux éditions First, illustré par Rodo. On va parler de ce livre démêler le vrai du faux, et on a entendu dans le zapping le général Trinquant qui dit il suffit qu'une information soit publiée une fois, un tweet, et ça suffit pour créer une information. Alors vrai ou faux, on va voir comment on peut savoir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Effectivement, je crois que le monde a changé. Le monde a changé profondément, et ce qui a profondément changé, c'est notre manière d'accéder à l'information. Dans cette manière d'accéder à l'information, eh bien aujourd'hui, il n'y a plus de filtre. On peut d'ailleurs en penser ce qu'on veut. Il y a des tas de gens qui trouvent que c'est génial et que finalement, cette liberté d'expression totale qui est offerte, ou presque, à tous nos concitoyens est vraiment un bien. Je crois qu'il y a quelque chose qui doit quand même nous interroger en tant que société. La liberté d'expression, c'est un droit, mais il est aussi conditionné à une forme de devoir, c'est-à-dire que on doit être responsable des propos que l'on tient.
En fait, une société démocratique ne peut pas fonctionner si les accusations peuvent être portées sans preuve. Hein, c'est comme si dans un tribunal, on vous accusait de quelque chose et c'était à vous de faire la preuve que vous êtes innocent et pas à celui qui vous accuse de démontrer le fondement de cette accusation. Et je crois que mais il n'y a pas de discussion possible. Quand on l'a vu avec les anti-vax, les pro-vax, on l'a vu. Il n'y a pas de, et vous le dites dans le livre, dans les conseils que vous donnez à la fin, c'est de pas essayer de discuter parce que, mais pourquoi n'aurait-il pas raison? C'est-à-dire, c'est quoi une fake news? Et pourquoi l'info, par exemple, si on prend Mariupol et l'hôpital qui a été bombardé, il y a des gens qui sont intimement convaincus qu'il ne l'a pas été, que c'est une mise en scène, et d'autres qui sont convaincus que ça l'est. Mais en fait, ce qui a profondément changé, au-delà de notre manière d'accéder à l'information, vous savez, je crois qu'il faut un petit peu oublier l'idée que la vérité est quelque chose qui existe. Je suis désolé de le dire comme ça va peut-être surprendre les auditeurs, mais en fait, la vérité comme une vertu, comme une valeur partagée par tous, ça n'existe pas vraiment. Ce qui existe, ce sont les faits. Les faits, nous les partageons. Les choses concrètes, nous les partageons. Après, nous allons chacun interpréter ces faits en fonction de nos convictions, de nos cultures, de nos émotions, de nos envies. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est que nous ne partageons même plus les faits. Et en fait, il faut revenir à l'élection de Donald Trump. L'inauguration de Donald Trump. Fake news, ça vient de là. Alors, ça vient pas totalement de là, mais en tout cas, l'idée qu'il y aurait des faits alternatifs, c'est-à-dire que nous ne partagions plus la base qui nous permet d'interpréter la réalité, ça vient d'une conseillère de Trump qui, confrontée à un mensonge, il y avait plus de monde à l'inauguration de Trump qu'à celle d'Obama, elle est coincée. Et donc elle invente cette idée d'une espèce de d'autres réalités. Elle appelle ça les alternative facts en anglais, les faits alternatifs. Et je crois qu'à ce moment-là, on l'a peut-être pas suffisamment pris en compte, mais c'est à ce moment-là que, quelque part, le monde de l'information a basculé. Il n'y avait plus les faits, et chacun pouvait avoir non seulement son opinion, mais surtout chacun pouvait avoir une vérité contradictoire de celle des autres. Qu'elle soit différente, c'est une possibilité. Qu'elle soit contradictoire, là, ça devient difficile. Et vous l'avez dit, il y a quelque chose de très difficile, c'est que quand on ne partage plus ces faits, on peut plus discuter. À la fin, on peut plus débattre. Et le risque, c'est qu'à un moment, on ne puisse plus vivre ensemble. Oui, parce que c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Peut-être une parenthèse sur comment se fait-il qu'on retrouve finalement ceux qui étaient anti-vax qui sont aujourd'hui pro-Poutine. Alors effectivement, il y a une espèce de phénomène un peu particulier. Donc c'est tous ces gens qui avaient une licence en gilet jaune en 2018, qui ont développé un DESS, un master, on dit aujourd'hui, en virologie durant la pandémie, et qui sont maintenant des doctorants en géopolitique ukraino-russe. Je crois qu'en fait, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que la structuration de l'information se fait désormais dans des groupes très fermés, sur les réseaux sociaux, sur ces boucles Telegram, vous savez, ces messageries privées qui permettent de discuter entre eux. Dans ces espaces, il n'y a plus de contradiction. Et quelque part, la défiance face aux institutions, face aux médias que nous représentons aujourd'hui, elle se déplace de sujet en sujet, d'affaire en affaire. Et en fait, ce qui est commun, c'est toujours un peu la même idée. On nous ment, on nous manipule, on ne nous dit pas la vérité, on ne nous dit pas vraiment ce qu'il se passe. Et il y a quelque chose qui est une phrase de Jean-Bernard Schmitt, mon co-auteur, que moi j'aime beaucoup, qui est: le doute, c'est se poser des questions. Le soupçon, c'est chercher des coupables. Je crois qu'il y a tout un tas de gens aujourd'hui qui pensent douter, mais qui sont en fait dans une forme de soupçon et qui sont en plus poussés par les algorithmes et puis par... Vous savez, le problème des mensonges, c'est avant tout qu'ils sont créés par des menteurs qui ont un intérêt à le faire et qui les diffusent. C'est ce que vous racontez dans le livre, c'est-à-dire comment ce qui se passe dans la tête, qui sont les conspirationnistes, quels sont leurs intérêts et pourquoi. Ça, c'est très très intéressant. Gilles, vous vouliez poser une question ? C'était ça. À qui profitent les fake news en fait? Quelle est leur utilité, puisque on sait très bien que des fois plus c'est gros et plus ça passe. Pourquoi ces fake news existent? Et puis la deuxième chose, j'en profite, où ils étaient avant les réseaux sociaux, ces complotistes? Est-ce qu'ils existaient? Comment ça se fait qu'on les voyait pas avant, même si le 11 septembre, il y a eu une petite montée des complotistes? Pourquoi il y a un auditeur qui me dit,
effectivement, pourquoi vous rapportez ça à Trump, l'invasion de l'Irak, ça vous parle, la fiole de Powell, là aussi il y a eu des fake news. Alors après évidemment, on va faire un tout petit moment de sémantique. Pourquoi est-ce qu'une fake news en français ne peut pas se traduire par une fausse information? Fake, ça veut pas dire faux. En anglais, on dirait false. Donc c'est un peu l'histoire du faux Vuitton et du fake Vuitton. Si vous achetez un faux sac Vuitton, vous le payez $2 sur un marché en Thaïlande et vous savez qu'il est faux. Si vous achetez un fake Vuitton, vous l'avez payé très cher et vous vous êtes fait arnaquer. Et donc il y a dans la fake news une idée manipulatoire, une intention de mentir. Et pour répondre à cet auditeur, eh bien ça correspond exactement à ce qu'a fait à l'époque Colin Powell, effectivement en 2003. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'y a pas dans sa fiole, il n'y a pas du tout ce qu'il y a. Mais il faut quand même rappeler quelque chose. C'est que immédiatement à cet instant-là, il y a déjà des tas de gens qui expliquent que c'est pas vrai. Ce message est contredit, et surtout il y a des gens qui vont aller contre tout ça. Je pense à Dominique de Villepin qui va incarner une position un peu différente de ce qu'avait fait la communauté internationale à ce moment-là. Mais pour répondre à Gilles, à qui profite le crime? Bien, le crime, il profite avant tout à ceux qui le fabriquent. C'est-à-dire que ce sont des entrepreneurs des médias. Et donc, certaines figures du complotisme gagnent beaucoup d'argent en diffusant tout cela. Quand c'est pas de l'argent, eh bien, ils gagnent une forme d'influence, une forme d'audience, une forme de respectabilité. Et pour prendre peut-être quelque chose qui est plus sur les citoyens lambda, qui sont pas les producteurs de tout ça, mais qui sont ceux qui y croient, ben, ça vous donne une posture. C'est l'histoire de Tonton Conspi ou Tata Antivax au repas de Noël. Eh bien, ça leur donnait une manière d'exister dans la famille, dans le groupe social auquel ils appartiennent. Moi, je sais, toi, tu ne sais pas. Toi, tu es un mouton, moi, je connais la vérité. Et si, pire, tu n'es pas un mouton, c'est que tu es un complice. Donc, quelque part, il y a cette espèce de mécanique-là. Je crois qu'il faut bien comprendre que dans cet univers qui est un peu confus, eh bien, il y a aussi quelque chose de très, très humain, de très, presque d'animal, de très physique dans ce rapport à cela. C'est une croyance, ce n'est pas une connaissance. Et du coup, la croyance, c'est pour ça que ça sert pas à grand-chose d'essayer de contredire les arguments. Eh bien, c'est parce que quand on croit à quelque chose, on peut vous apposer des arguments, vous allez les balayer d'un trait. C'est le problème. Et le problème, vous le dites, Gilles, ça a toujours existé. Au Moyen-Âge, on disait que c'était les Juifs qui mettaient la peste noire dans les puits. Donc l'histoire des complots, notamment autour des pandémies, c'est quelque chose qui a toujours existé. Ce qui change aujourd'hui, c'est que ce qui était des micro-messages diffusés dans des cercles sociaux souvent assez restreints, eh ben c'est devenu aujourd'hui un mégaphone exponentiel grâce aux réseaux sociaux. Un exemple, le gamin de 14 ans qui pense que la Terre est plate et qui fait une chaîne YouTube, eh ben il va avoir probablement beaucoup plus d'audience et de puissance dans ses messages qu'un spécialiste de la NASA qui revient de la station internationale. Pourquoi on a envie d'entendre ça? Pourquoi on a envie de croire ou d'aller sur ce qui n'est pas ce qui ne va pas dans la logique ou dans la crédibilité sur la Terre plate, effectivement. Oui, mais en fait, l'idée, c'est que je crois qu'il y a quand même un petit peu l'idée générale que on ne nous dit pas tout et que surtout on nous cache des choses très importantes. Tout ça, ça vient d'un sentiment, à mon avis, qui est... Vous savez, ce qui est aussi très difficile, c'est que le monde dans lequel nous vivons, il n'est pas parfait. Il a plein de défauts. Et souvent, moi, je pense que finalement, ces théories du complot, elles nous posent un double problème. Les gens croient n'importe quoi, et c'est très ennuyeux. Mais surtout, tous ceux qui luttent contre, eh ben, on pourrait faire autre chose. C'est-à-dire que moi, je suis pas devenu journaliste pour lutter contre des faux complots. J'ai d'ailleurs passé près de 10 ans de ma vie à lutter à expliquer le vrai complot de la CIA contre Salvador Allende au Chili en 73. C'est une histoire qui nous ramène très loin. Mais moi, je suis pas devenu journaliste pour lutter contre des faux complots ni contre des fausses informations. Et pourtant, c'est la réalité. Aujourd'hui, les vrais complots ont fait l'histoire. Le problème et le risque que nous avons aujourd'hui, c'est que les faux complots la fassent à leur tour. Et là, on serait vraiment dans une situation absolument dramatique. Je voulais que vous parliez de l'Ukraine. Est-ce que finalement, Poutine... Gilles, allez-y. Oui, Gilles. Oui, est-ce que finalement Poutine et Trump ne se servent pas de ces fake news aussi ? Alors, je pense que dans le cas de Donald Trump, mon cher Gilles, vous savez, les journalistes américains sont très méticuleux, ils documentent absolument tous les propos tenus publiquement. Donald Trump, c'est à peu près 25 000 mensonges recensés par le Washington Post durant ses 4 ans d'exercice. C'est quelqu'un qui, durant l'année 2016, l'année de sa campagne électorale, a prononcé 4% de propos vrais uniquement.
4%. Donc on est quand même dans quelque chose de sidéral. Pour Vladimir Poutine, écoutez, le problème c'est que dans les mensonges, il faut toujours un peu de vrai. En l'occurrence, quand il dit qu'il y a des nazis en Ukraine, oui, dans un pays de 40 millions d'habitants, que des gens adhèrent à cette idéologie, c'est pas absolument aberrant. Il faut rappeler que les partis d'extrême droite ukrainiens, notamment Svoboda, réalisent moins de 3% aux élections, et que cette idée-là, elle est quand même largement mensongère. Il y a une espèce de double mensonge d'ailleurs là-dedans, parce que Monsieur Poutine est aussi le principal financeur de l'extrême droite européenne et de tout un tas de groupes néo-nazis, notamment en France. Et là, ça pose quand même un problème. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Louise qui nous dit se poser des questions sur les vaccins ne fait pas de nous des complotistes? Non, mais écoutez, je crois qu'encore une fois, le doute, c'est poser des questions. Se poser des questions sur un médicament, c'est pas un acte anodin. Un acte médical, c'est jamais un acte anodin. Mais je crois que personne n'a présenté ces actes comme des actes anodins. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu un médecin nous expliquer c'est rien, c'est pas. Non, c'est un médicament. Donc il faut respecter un certain nombre de choses. D'ailleurs, c'était pas n'importe qui faisait les injections. C'était fait dans des conditions sanitaires très précises et tout. Le problème, ça serait de se dire que, quelque part, on a déjà un peu l'idée que Big Pharma, le gouvernement est contre nous, et donc, du coup, de trouver dans les vaccins une justification de cette première crainte. Il faut pas mélanger les choses. Le monde est très, très complexe, et le problème, c'est que on a quelque part de moins en moins de temps pour aborder cette complexité. Et à force de vouloir voir les choses comme blanches ou noires, eh bien, on commet une forme d'erreur. Les choses sont beaucoup plus grises que blanches ou noires, et il y a beaucoup de nuances dans le gris. Est-ce qu'en une minute, vous pouvez me parler de TikTok? Oui. TikTok, le réseau qui aujourd'hui a une importance considérable sur ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Effectivement, TikTok, c'est un réseau il y a à peu près 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, un petit peu moins. En France, 15 millions d'utilisateurs, 40% ont moins de 17 ans. C'est-à-dire qu'il y a presque 4 millions d'adolescents français qui consultent TikTok. Moi, j'ai fait une petite expérience depuis le mois d'octobre. Je passe 15 minutes par jour sur ce réseau sans suivre quoi que ce soit pour voir ce que l'algorithme me suggère. Je ne vais pas vous cacher que j'ai vu ressortir des choses complotistes qu'on ne voyait plus du tout ailleurs. C'est-à-dire que c'est un peu YouTube en 2014, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modération, il n'y a pas de censure des contenus. Et donc, on voit passer absolument les choses aberrantes, ahurissantes, et même des choses extrêmement violentes. Dans le cas du conflit russo-ukrainien, c'est devenu l'arme d'un côté, de montrer la réalité en Ukraine, et de l'autre côté de mentir sur la réalité en Ukraine par les forces russes. On parlait de la journaliste qui a été arrêtée. Depuis son arrestation, on peut constater au-delà de TikTok qu'il y a des dizaines et des dizaines de faux comptes à son nom sur les réseaux sociaux qui renvoient vers des arnaques informatiques ou des choses plutôt de l'ordre de la pornographie. On sent quand même aussi dans cette nouvelle guerre de l'information une capacité à déstabiliser, à décrédibiliser les gens, sur lesquels il faut qu'en tant que société on s'interroge. Il faut trouver des solutions. Peut-être un dernier mot, la seule vraie solution contre la désinformation, c'est l'éducation. Il faut faire distinguer le vrai du faux. Moi j'y vais beaucoup dans les prisons, mais distinguer le vrai du faux, ça doit être un savoir fondamental. Ça doit être comme apprendre à lire, écrire et compter. Il faut l'enseigner à l'école, il faut en faire une matière un peu sacralisée. On ne pourra pas faire cette économie-là dans un monde numérique où il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus de filtre. Et votre livre, pour ceux que ça a intéressé, parce qu'évidemment on a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. Vous nous avez gâtés, Valérie, pour votre retour. Voilà, vous avez gâté nos auditeurs. Anti-fake news, non mais ce ne sont pas tous nos auditeurs. Anti-fake news, le livre indispensable pour démêler le vrai du faux. Et j'aime beaucoup le dessin que vous avez choisi en une de Rodot. Au fait, quelqu'un a pensé à vérifier l'info. Ce sont des moutons avec marqué presse dessus. Et il y en a un qui dit quelle info. Voilà, et donc c'est dans la tête des complotistes, c'est les moyens de se préserver et de faire de comprendre un petit peu. Effectivement, on essaie de s'interroger et surtout, c'est pas un livre de journaliste qui donne des leçons. On a voulu surtout interroger aussi les propres travers des médias. Et vous savez, le vrai problème des fake news, il est avant tout dans nos petits cerveaux qui nous jouent parfois des tours. Absolument. Merci beaucoup Thomas Huchon d'avoir été avec nous ce matin. Merci.